Radio. Il est 7h44, le petit déjeuner politique d'Olivier Dussopt ce matin, secrétaire d'État auprès du ministre et de l'Action des comptes publics. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. En France, désormais, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Pourquoi nous n'en sommes pas encore au stade 3 en fait aujourd'hui? Parce qu'on l'évoquait beaucoup ce week-end. Toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement, par le ministre de la Santé en particulier, sont des décisions qui sont appuyées sur des avis médicaux. Comme le dit Olivier Véran, derrière chaque décision, il y a des blouses blanches qui regardent, qui expertisent évidemment la propagation du virus, le nombre de personnes touchées par le virus testées positivement, s'il y a des foyers qui se déclarent dans des endroits localisés ou si c'est une épidémie généralisée. Et donc, les décisions que le gouvernement prend, et notamment l'éventuelle décision de passer au stade 3, dépendent uniquement de ces avis médicaux. Alors, ce stade 3, on devrait y passer probablement dans la semaine. On parle beaucoup de demain, mercredi. Je ne sais pas dire à quel moment la France passera au stade 3, puisque... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on passe au stade 3 ? Personne ne connaît suffisamment à l'avance, évidemment, l'évolution de l'épidémie pour pouvoir donner une date ou anticiper une date. Ce qui apparaît à peu près inéluctable, c'est qu'à un moment ou à un autre, nous serons au stade 3, ce qui signifiera que le virus est présent sur la quasi-totalité du territoire, qu'il circule, qu'il y a des personnes qui sont touchées en nombre important, avec un système hospitalier, un système médical qui est armé pour répondre et qui adaptera sa réponse. En fait, c'est surtout ça concerne le stade 3, surtout donc les hôpitaux, pour que tout soit prêt pour... Mais au-delà, la vraie peut-être différence, si on peut le dire comme ça, c'est qu'au stade 2, l'objectif majeur, premier, est de ralentir la propagation du virus. Faire en sorte qu'il reste confiné dans certains territoires où il est déjà présent, et moins il y a de territoires, mieux c'est. Faire en sorte d'éviter et de diminuer très fortement le risque non seulement de contagion, mais surtout d'où l'interdiction des rassemblements. Des rassemblements et surtout le risque d'implantation, en tout cas de présence du virus dans des territoires qui ne seraient pas concernés. Oui, mais alors ce qui peut sembler contradictoire, c'est qu'il n'y a aucune restriction pour les transports, pour les trains, les métros, les avions, il y a du monde toujours. Il y a plusieurs raisons à cela. La première des raisons, c'est que nous devons continuer à vivre. L'activité doit continuer, l'activité sociale, l'activité économique. Et donc il faut que les uns et les autres puissent se déplacer, à l'exception des zones les plus touchées où il y a des mesures de confinement et d'interdiction de rassemblement encore plus strictes. Je pense notamment au département du Haut-Rhin ou au département de l'Oise. Et puis il y a la volonté aussi de permettre à notre activité de se maintenir, de perdurer, parce que ça compte aussi dans une période comme celle que nous vivons et qui peut durer, le président de la République l'a dit, plusieurs semaines. Oui, plusieurs semaines. Alors vous êtes en charge de la fonction publique. Quelles sont les consignes qui sont données dans les services publics ? Ce sont les mêmes consignes que pour les Français dans leur ensemble. Il y a des consignes de prévention avec les gestes barrières qu'il faut systématiquement rappeler, ne pas embrasser, ne pas serrer la main, garder une distance d'1 mètre entre les uns et les autres pour éviter les contagions. Oui, c'est ça qui n'est pas forcément toujours évident quand on reçoit en fait du public et que quelqu'un s'assoit à la table. Oui, il faut faire attention à cela. Il faut aussi être particulièrement vigilant et vérifier si telle ou telle personne, en tout cas que les personnes vérifient si elles sont... si elles voient apparaître des symptômes. Et puis nous avons donné des consignes plus particulières à la fonction publique, comme dans le secteur privé d'ailleurs, non pas en termes de prévention de la contagion, mais en termes d'accompagnement de celles et ceux qui sont soit confinés par mesure de précaution, soit malades. C'est notamment le cas pour la question du confinement. Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de cas concernés dans le secteur de la fonction publique ? Nous avons le même pourcentage de cas qu'ailleurs. Il n'y a pas de particularité à la fonction publique. Oui, c'est ça. Ça représente à peu près combien de personnes ? Nous traitons cela avec des autorisations spéciales d'absence pour que les personnes ne soient pas pénalisées, y compris économiquement. Nous faisons en sorte aussi d'organiser le fonctionnement des services, de faciliter le télétravail, de faciliter aussi la garde d'enfants pour celles et ceux de nos agents comme des salariés du secteur privé dont les enfants ne peuvent pas fréquenter l'école dans les zones les plus touchées. Et nous faisons tout simplement en sorte que si l'épidémie devait être plus importante, si le nombre d'agents publics devait être concernés, touchés, devait être plus important, de garantir la continuité des services. Et dans chaque ministère, dans chaque administration, il y a des plans de continuité des services qui... C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a on tourne un petit peu, il y a moins de monde, mais toujours un service assuré, une mobilisation forte, quoi. C'est là, dans les moments de crise, qu'on attend beaucoup les services publics. Exactement, mais c'est dans chaque ministère et dans chaque grande administration qu'il existe ces plans-là, pas pour ce virus, mais de manière générale. Ça peut être le cas en période d'inondation, puisque ça avait été le cas il y a 2 ans, avec une crue de la Seine qui était importante. Les ministères sont organisés pour déterminer quelles sont les fonctions stratégiques qui doivent être à tout prix maintenues. Est-ce qu'il peut y avoir des réquisitions ? Bien sûr, mais le service public en général
travaille sur la base de la nécessité de service. Et donc, nous n'en sommes évidemment pas là, mais le service public doit fonctionner et doit avoir un fonctionnement minimal, c'est le fonctionnement de l'État. Et s'il y a des demandes de droit de retrait ? Aujourd'hui, le droit de retrait est encadré de manière extrêmement particulière, et il y a des textes qui ont été rappelés, qui ont été précisés, et nous sommes à un stade où lorsque l'employeur s'assure et garantit le fait que toutes les précautions et toutes les préconisations du ministère de la Santé, des experts médicaux sont suivies, il n'est pas question de droit de retrait au sens du droit, puisque l'employeur a pris les précautions nécessaires et que le droit de retrait se caractérise par le fait qu'un agent peut le faire valoir lorsqu'il est exposé à un danger extrêmement grave, voire létal, de manière rapide et impossible à empêcher. Oui, mais il y a des demandes et donc ça, vous avez des discussions en cours. Il y a des interrogations, c'est normal. Nous sommes dans une période qui d'abord est propice aux interrogations et c'est tout à fait logique que les agents publics puissent avoir les mêmes inquiétudes que les autres Français. Vous nous assurez ce matin que malgré le stade 3, il y aura des services publics qui vont assurer le minimum. Nous ne sommes pas encore au stade 3, je l'ai rappelé. Non, mais bien sûr. Mais ce que je peux garantir et ce que nous garantissons avec l'ensemble de mes collègues membres du gouvernement, c'est que nous avons des organisations qui sont prévues pour garantir le fonctionnement de l'État. Oui, et le personnel de la fonction publique hospitalière qui va voir ses heures supplémentaires déplafonnées. Oui. Comment ça va se traduire, ça, C'est une des mesures qui permet de mobiliser le personnel hospitalier. Évidemment, il y a des limites humaines à tout ça. Nous ne pouvons pas mobiliser les mêmes personnes en permanence. C'est plafonné d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Après plafonné dans les heures supplémentaires, non. Aujourd'hui, nous avons un plafond et certains agents hospitaliers peuvent, soit par nécessité de service, soit parce qu'ils sont volontaires, avoir besoin de passer ce plafond de manière exceptionnelle. C'est ce que permet la décision d'Olivier Véran. Une fois que c'est déplafonné, il n'y a pas de plafond au-dessus du déplafonnement. Mais ça relève de l'organisation et des limites humaines. Les municipales auront bien lieu ? Les municipales sont prévues dimanche prochain et le dimanche d'après. Et à ce stade, rien ne nous amène à les annuler ou à les reporter. Il faut être vigilant, il faut être prudent. Mais c'est un moment démocratique qui est important et auquel nous tenons tous. Ça aura forcément un impact ou pas ? On sait que les personnes âgées qui sont directement concernées par l'inquiétude du coronavirus pourraient peut-être moins se déplacer. Je pense qu'on peut aussi les rassurer en invitant les électeurs le jour du vote à respecter les gestes barrières, les consignes de prévention, toujours les mêmes, ne pas se serrer la main, ne pas embrasser. Quand on va voter, généralement... oui, mais alors quand il va y avoir le dépouillement, puisque donc le dépouillement concerne essentiellement les assesseurs, mais les communes prennent leurs dispositions, y compris pour que ceux-ci puissent avoir c'est quoi, des gants, des choses comme ça? Des gants selon l'organisation retenue par chacune des communes. Oui. Juste un mot, hier, c'était la journée de la femme. Il y a eu un conseil de défense. Journée des femmes, absolument. Internationale des droits des femmes. Oui. Conseil de défense, en fait, hier soir. Il y a une photo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Il n'y avait que 2 femmes et une douzaine d'hommes. Manifestement, le seuil de la parité s'arrête au pouvoir? Le seuil de la parité ne s'arrête pas au pouvoir. Nous avons un gouvernement qui est, je crois, une unité près paritaire. Je peux vous assurer qu'en ce Conseil des ministres... Alors pourquoi il n'y avait pas beaucoup de femmes Parce que les fonctions d'hier peut-être ont cette conséquence et c'est certainement regrettable en termes de parité pour cette réunion. Mais les conseils des ministres nomment de plus en plus de manière paritaire et en charge la fonction publique. Je peux vous assurer que nous nous battons tous les jours pour que les objectifs qui avaient été fixés en 2012 et que j'ai renforcés par un accord en 2018 et par la loi en 2019 soient tenus. Parmi ces objectifs, il y a le fait d'avoir au minimum 40% de femmes, en tout cas 40% de personnes nommées d'un même sexe sur des postes définis. J'ai élargi cette liste d'emplois faisant l'objet d'une obligation de nomination équilibrée. Et nous sommes allés plus loin, pardon si c'est un peu technique, mais j'ai mis dans la loi le fait que les promotions au choix, les avancements au choix, soient répartis entre les hommes et les femmes en fonction de la répartition femmes-hommes des services concernés. Bon, on va en reparler peut-être dans un instant avec Cécile de Minibus aussi. Vous avez lancé votre mouvement là avec Jean-Yves Le Drian, baptisé Territoire de Progrès. Grosso modo, c'est un peu la gauche de la Macronie que vous voulez rassembler, c'est ça? Vous pouvez le synthétiser comme ça. Ce sont des hommes et des femmes de gauche qui veulent participer à la majorité présidentielle, veulent participer à la réussite du quinquennat. Voilà, et couper les ailes du PS, quoi. Veulent et faire de la gauche, avec une liberté de ton et avec une autonomie. C'est la raison pour laquelle ces hommes et ces femmes, pour l'immense majorité d'entre eux, n'avaient pas rejoint la République En Marche, mais ils veulent rejoindre. Mais c'est pas bien ça vis-à-vis de la gauche, non? Ils ont rejoint la majorité présidentielle. Je crois au contraire que c'est très bien. Je crois que c'est très bien, parce que nous avons dans notre pays énormément d'hommes et de femmes qui sont des sociodémocrates, qui sont des progressistes, qui veulent participer
à la réussite du quinquennat, qui se retrouvent parfois avec des nuances, parfois avec quelques différences, mais qui se retrouvent dans l'action conduite par le gouvernement et par le président de la République, et qui souhaitent simplement soutenir plutôt que s'enfermer dans une posture d'opposition stérile. Oui. Olivier Dussopt, il nous reste quelques instants. Vous avez mené en douceur, sans faire trop de bruit, votre réforme de la fonction publique. Alors, il y a moins de suppressions de postes que prévu. C'est l'objectif, 11 000. Oui, c'est le cas. Nous tenons compte des engagements pris par le président de la République, notamment sur les non-fermetures d'écoles et les non-fermetures d'hôpitaux à l'occasion du grand débat. 11 000, c'est ça l'objectif, vous en êtes où à peu près? 11 000 pour l'État, nous y arriverons. La programmation pluriannuelle est ainsi prévue. Oui. Et puis nous savons que les collectivités locales... C'est prévu pour quand? Pour fin 2022, la fin du quinquennat, nous l'avons toujours dit. Et fin 2022, diminution de 70 000 postes dans la fonction publique territoriale? C'est la pente qui est actuellement suivie par les collectivités, puisque les collectivités locales font des efforts de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, et ça se traduit par des non-renouvellements ou des non-remplacements de départ à la retraite. Oui, la réforme des retraites, justement, à partir de quand les cotisations des fonctionnaires vont être harmonisées aussi avec le privé? Elles le sont alignées. Alors, vous me dites à partir de quand? Oui. Il aurait fallu le dire au passé. Puisque la réalité, non mais laissez-moi, réalité, c'est que les agents publics avaient un taux de cotisation inférieur à celui du privé. Oui. C'est en 2010 que le gouvernement Fillon a pris la décision d'harmoniser. Ça a été renforcé en 2012, fin 2012, par Jean-Marc Ayrault et Michel Sapin. Et donc, au 1er janvier 2021, le taux de cotisation des agents publics sera le même que le taux de cotisation des agents privés, puisque depuis 10 ans, ils voient leur taux augmenter tous les 1er janvier. Sans bruit, là aussi. Mais depuis 10 ans, les fonctionnaires payent un peu plus chaque mois de janvier pour leur retraite. Bon, le mot de la fin avec Cécile Leménibus, Olivier Dussopt. Je vais justement revenir sur cette journée du 8 mars. Vous l'avez dit, la fonction publique aujourd'hui, c'est 62% de femmes parmi les agents. Mais le bémol, finalement, c'est les inégalités de salaire, 12% entre les hommes et les femmes. Et une unité de l'INSEE explique que finalement, le frein majeur serait la maternité. Est-ce qu'il y a des objectifs, justement? Alors, vous avez raison, c'est 12,5% d'inégalité contre 19% dans le privé, mais ça n'est pas satisfaisant. Dans la loi de transformation de la fonction publique du 6 août dernier, j'ai mis quelques nouvelles mesures. Le fait que nous n'appliquions pas le jour de carence aux femmes enceintes, mais surtout un point qui est important, le fait d'annuler l'impact du congé parental sur la carrière. Puisque quand vous prenez un congé parental, quand vous preniez un congé parental dans la fonction publique, pendant 3 ans, le rythme d'avancement de votre carrière était ralenti. Et à formation égale, concours égal, la différence entre une femme et son mari, souvent c'est la femme qui prend le congé parental, donc 95% des cas, ça se traduisait par un ralentissement de carrière et des échelons moins facilement franchis. Et donc, j'ai mis dans la loi le fait qu'on neutralise l'impact du congé parental sur la carrière, parce que c'est effectivement une des 2 raisons principales de la différence. La deuxième, c'est l'accès aux responsabilités. Et c'est aussi pour ça que j'ai renforcé les obligations en matière de parité des nominations sur les postes de direction. Merci beaucoup. Merci Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. On ne se serre pas la main, évidemment. Personne. Voilà, c'est ce que vous faites au bureau. On respecte les consignes. Et vous checkez comment avec les pieds. Vous savez, on se dit bonjour en souriant. C'est tout aussi poli. C'est vrai. Parfois, on ne se sourit pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre problème aussi. C'est le retour du sourire. C'est bien. Allez, dans un instant, on ira voir justement comment ça se passe en Italie. Témoignage d'une chef d'entreprise qui sera avec nous dans 10 minutes maintenant du côté de Milan. À Milano, où on travaille évidemment dans la mode. Oui, parle l'italiano, c'est bien. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.